Autant on emporte les vents. Deuxième partie. Il souffle où il veut, le souffle, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, ainsi de tout natif du souffle. Parole de Jésus à Nicodème, chapitre 3, verset 8, traduction d'André Chouraki. Voici donc la seconde partie de ma conférence qui sera plus écologique, voire plus politique. Je précise que les illustrations sonores qui vont ponctuer mon discours sont 100% humaines, naturelles, bio et biodégradables, et qu'elles n'ont strictement rien à voir, ni à entendre, ni à sentir avec les élucubrations numériques de ChatGPT. À propos de cette toute nouvelle science dont j'ai précédemment parlé, la flatéologie, je ne suis pas peu fier d'annoncer à mes fidèles lecteurs, et j'espère eux aussi, pétomanes affranchis, ce scoop. Je viens enfin d'achever ma thèse de flatéologie fondamentale. Enfin, dis-je, après 12 années de labeur. Je viens d'ailleurs d'en proposer un extrait significatif au Monde pour sa rubrique Enquête décryptage. Pour le moment, le comité directeur réserve sa réponse car le sujet est explosif. En revanche, Science et Avenir s'est jeté sur l'essai comme du pain béni, ainsi que Géo, l'Écho des savanes et même la Dépêche de midi. Enfin, la flatéologie à la portée de toutes les bourses, avec triple DVD Blu-ray dans l'édition de week-end. Oui, par avance, j'en suis tout excité. C'est vraiment un scoop scientifique, une avancée proprement révolutionnaire. Tant d'efforts qui vont être enfin récompensés. Imagine-t-on les mois de labeur, toutes ces heures passées à la BNF, les tonnes de documents visionnés jusqu'à une interview exclusive de Munro Scott au fin fond du Népal. Tous bagnent pour une thèse en béton, la thèse, qui s'intitule Himalaya Danger, Height Altitude Flatus, prononciation anglaise non garantie. En fait, ma démonstration s'appuyait au départ sur une recherche consacrée au mal aigu des montagnes. Cette étude décortique, observation clinique et examens médicaux à l'appui, les effets de l'altitude sur l'organisme humain. Lieu de l'observation, la fameuse zone de mort que constituent les 7000-8000 mètres. Hélas, je dis bien hélas, une mission pseudo-scientifique est au final décevante, puisque dans cette enquête pluridisciplinaire qui se voulait pourtant exhaustive, un paramètre de premier ordre a été négligé par excès de pudeur. Une omission soufflante, d'où mon effort pour rétablir la vérité et conséquemment rectifier courbes et statistiques. Trêve de précautions oratoires sur la jeunesse de l'œuvre, voici donc la thèse radicale que nous avançons et que vont contester évidemment les négationnistes de droite, tous les pudibonds du Fion, d'un strict point de vue écologique et géopolitique. Les flatus himalayens sont les accélérateurs numéro 1 de l'effet de serre. Je répète, les flatus himalayens sont les accélérateurs numéro 1 de l'effet de serre. À la base de mon cri d'alarme,
cette simple constatation qui n'est niée par aucun chercheur, mais qui est passée sous silence dans les médias. Dès 3500 mètres, le circuit intestinal chez l'être humain s'inverse et les gaz du sang, du fait de la pression atmosphérique, passent directement dans le circuit gastrique. C'est ainsi que des études récentes ont démontré que chez les pilotes militaires, la production heure de gaz intestinaux passe rapidement de 111 millilitres à 500 millilitres. C'est prodigieux, non? Dangereusement exponentiel. Les montagnards, quant à eux, flatulent toutes les 11 minutes, à partir de 7000 mètres. Ce qui fait précisément dire à Scott, dans l'interview en question, page 3240 de ma thèse, plus l'alchimiste monte, plus se renforce sa propulsion autogène. C'est hallucinant. Mon étude se fonde aussi sur le phénomène des flatulences bovines. Folles ou non, les vaches pètent une moyenne de 4 à 5 mètres cubes par jour et par animal. Tous les bovins s'expriment. C'est un signal fort. Connaissez-vous l'anecdote que vient de rapporter le très sérieux Times dans son édition spéciale consacrée au réchauffement climatique? Son correspondant dans le Kent a interviewé le numéro 1 du cheptel, un animal superbe et qui avait gardé une solide mémoire de la pandémie. Question du journaliste. L'éminent ruminant se sentait-il encore personnellement concerné et préoccupé surtout par la progression de la maladie de Creutzfeldt-Jakob? À l'aise devant le micro transgénique qu'on lui tendait, la vache, très british, a meuglé placidement en battant des cils. Moi, je m'en fous, je suis un canard. Hallucinant, non? C'est dire en tout cas la gravité du problème dans les prochaines décades, non seulement concernant la fragilité mentale des bovins, mais aussi la santé colorectale des citoyens. Un problème que nul écolo sérieux ne conteste, ni Hulot, ni Feu Duflot, ni même Allègre, le ministre de l'enseignement, autrefois, ce pourfendeur de mammouth. Heureusement, ces pachydermes dits curiaux, ces pachydermes surgelés, ne menacent plus la biosphère de leur bulle cyclonique. Bref, ce qui est fondamental, ce ne sont pas les vaches pétomanes ni feu la brebis, mais bien les conséquences environnementales des sourdes émanations sphinctériennes himalayennes, qu'elles soient humaines ou animales. Il faut imaginer sur les pentes de ce massif bientôt plus fréquenté que le parc des Buttes-Chaumont, il faut imaginer toutes ces exhalaisons sournoises et potentiellement dangereuses pour la couche d'ozone. Quand on constate le nombre de yaks processionnant sur le tapis neigeux, quand on additionne les alpinistes, toutes nationalités confondues, qui bouchonnent le long des cordes fixes, chaque pas est une torture, gémit le directeur du CHU de Munich, que je cite dans mon étude, et qui a tenu à accompagner en personne les chercheurs. On imagine aisément que tout ce petit monde n'exhale pas que des plaintes
L'heure est donc grave et le protocole de Kyoto plus que jamais impérieux. Ce nonobstant, notre inquiétude environnementale, ô combien légitime, ne devrait pas entraîner de panique ni d'inhibition, encore moins de régression. On ne pourra plus revenir au blackout anal, au culte du secret, à une flatuophobie rampante, à cet assourdissant déni qui défraye régulièrement l'actualité de la part d'un parti unique en déroute, odieuse clique de lèche-cul et de suspects, j'ai nommé Feu l'UMP, Union de la minorité pétocharde. Par contre, cette liberté fondamentale, si chèrement conquise par les écologistes, singulièrement la jeune et pétulante Europe flatologie, ne peut plus être remise en question. Il nous faudra non seulement manifester encore et toujours pour la paix sociale et le paix pour tous, mais aussi innover, nous exprimer haut et fort, non seulement dans la rue, les forums, les blogs, l'espace public, mais aussi, osons l'affirmer, dans les chambres à coucher. Car il en va non seulement de l'identité nationale des immigrés, principalement rebeux et roms, mais aussi et surtout de l'affirmation et de la fierté rectale et anale chez tous les inhibés de la première, deuxième ou génération, troisième génération, y compris bien sûr nos Auvergnats de souche, réputés taiseux, même postérieurement. À présent, j'appelle à la barre un autre de mes amis, un grand pro du lyrisme pyrotechnique décomplexé, j'ai nommé Isidore. Isidore, à tout seigneur, tout honneur, mon Isidore en or, c'est à lui que je laisserai le mot de la fin. Par souci de décence, ici, et pour aller droit au but, délaissant le prélude debussiste ou la double concerto brahmsien, je veux d'emblée en venir à la péroraison du dernier mouvement le plus poignant, celui de la symphonie Résurrection de Mahler, quand retentit sempre crescendo l'hymne final. Durant ce final mahlérien, tandis qu'avant-hier, il me défonçait le balafon dans le bois de Boulogne, Isidore pétait dru, pétait fort, assidûment et polyphoniquement, et ses valseuses en liesse à l'unisson avec ses coups de boutoir. Et comme avec Gaspard dans le Marcanterre, nous rions, nous pouffions, nous boyautions en chœur, en perdre le souffle, non plus dans le bois, où en janvier il fait évidemment très très froid, mais à 2 pas dans l'accueillante touffeur des serres d'Auteuil. Nul répit pour mon tambourinaire. Double carburation, rugissement par devant, explosion par derrière, tandis que sa bouche lipue chantait, psalmodiait le prodige. Aita timbi mi felo tunba anafisato dialo. Et nous roulions tous deux sous la tornade, enchevêtrés, vibrant sous le djembé qui martelait notre joie. Durant nos furieux ébats, je vous assure, j'en oubliais tous nos débats hexagonaux foireux, l'écologie, la politologie, le dégagisme, l'islamisme, le confucianisme, la déchéance de nationalité et jusqu'aux frasques de Depardieu. Bref, ce qui me ravit surtout, et c'est par là que je terminerai ma thèse, apparaître prochainement aux éditions du Zéphyr, confère la bibliographie dans le sommaire de la vidéo, je l'ai mise en ligne de manière exhaustive.
Donc, ce qui m'a surtout ravi, ce furent les tout derniers mots du cher Isidore. L'estocade, la petite phrase, celle qui emporte l'adhésion, l'ultime envolée des discours électoraux quand la victoire est à la portée des burnes. Une telle ingénuité, heureuse chez cet homme, une telle émancipation postérieure, une si tonitruante exultation. Ce pourrait être notre cri de ralliement à nous autres, groupis adeptes de la veste sans liesse et du coupe-cigarilard. À quand la manif pour tous? Ou mieux notre joyeuse Fart Pride, ce jour-là, à pied ou sur des chars, femmes girondes et faibles calipiges, toutes et tous libérés du trou de balle, heureux, fiers de l'être, manifestant pacifiquement à Paris entre nations et l'étoile contre tous les tenants obscurantistes de la flatuophobie, nous pourrons, une fois l'an, pétarader en chœur en faisant monter vers le ciel, poil aux fesses, notre tonitruante allégresse. Bref, foin de lyrisme républicain, retour à mon Vulcain bis. Ce jour-là, comme je l'ai narré plus haut, Isidore avait varié longuement les plaisirs, sans se presser, modulant savamment ses allègres détonations, jusqu'à cet instant, et j'en fus pétrifié, où soudain jaillit dans mon dos le cri légendaire, l'appel de la brousse, l'appel de Tarzan. Ici, une parenthèse cinéphilique. Jugée trop détonnante, cette scène dite séquence des cerfs d'Auteuil a été coupée au montage final de Tarzan à la demande de l'actrice Maureen O'Sullivan, la partenaire de Johnny Weissmuller, qui en fait était jalouse de la guenon Chita. On attend, sans trop y croire, une version intégrale enfin restaurée, sortie prévue Noël 2025, avec les proutes du Seigneur de la Jungle en 3D et Dolby Surround. Retour aux cerfs d'Auteuil, où notre fantasme et notre frilosité nous avaient poussé par effraction, pourtant le jour de la fermeture hebdomadaire. Là, sous l'imposant dôme de verre et d'acier, dans un entêtant camailleux d'azur et de turquoise, une ivresse de chlorophylle exhalée et un troublant enlacement tactile, tout le palladium frémissant autour de notre chair en rute, depuis l'Alphenium nidus jusqu'à la cime du Carifa umbraculifera, là dis-je, au moment de son ultime et fracassante déflagration, voici que mon grand blague dédicataire de ma thèse, faut-il le préciser, fut décidément implacable jusqu'au bout. Se redressant en nage d'entre mes reins, mon impérial amant s'écria, fantastique retour aux fondamentaux et à leur densité lexicale, touchante évocation de l'Éden et du retour de la bonne nature, éclatant couronnement d'une flatéologie moderne, existentielle, solidaire. Bref, j'en termine pour de bon. Mon Isidore en or conclut l'art, ses acrobatiques prouesses avec cette péroraison en forme d'accord parfait, cet éclatant coup de timbale final, Dieu m'en pâle, ce roulement de tonnerre en guise de commentaire post-coïtal. Ya bon, toi Jane, moi Tarzan, nous deux, miam miam, quand Kiki content, cucu tam tam.